Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous ouvrons une page d'histoire. L'émission Tribune de femmes totalise 25 ans, un quart de siècle. Ça s'est fait. Pour célébrer ces 25 ans, deux dames sont mises à l'honneur. Madame Odia Malaika, productrice et visionnaire de l'émission Tribune de femmes, ainsi que Madame Christine Lenzo, rédactrice en chef, présentatrice de journal télévisé, ainsi que porteur de parole féminine. Ce soir, nous allons le mettre à l'honneur. Bienvenue à vous dans cette célébration de 25 ans, un quart de siècle de l'émission Tribune de femmes. 25 ans d'existence et d'exercice. Monsieur Constantin, il est le représentant pays de la Fondation Friedrich Ebert, à bien vouloir s'avancer pour l'ouverture solennelle de notre gala. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Moi, je suis Constantin Grund, de la Fondation Friedrich Ebert. Ceux qui ont croisé nos chemins déjà sont bien au courant que typiquement les activités de la Fondation Friedrich Ebert commencent à 9h le matin ou à 10h le matin. Et là, je me trouve le vendredi soir à 18h parmi vous aujourd'hui, mais je peux déjà dire que l'ambiance dans la salle fait une sorte que je dois quand même réfléchir un peu sur la stratégie générale de notre approche ici, parce que ça me fait déjà un très bon sentiment ici d'être parmi vous à cette heure-ci pour être avec vous et pour fêter un anniversaire auquel Madame Christine Lenzo s'est déjà félicitée elle-même la tribune des femmes. Donc, chers amis de la Fondation Friedrich Ebert, chère Madame Christine Lenzo, chère Madame Odia Malaika, tout protocole observé, nous sommes ici et c'est un immense honneur pour moi aussi d'être parmi vous, prendre la parole au nom de la Fondation Friedrich Ebert. Nous nous réunissons pour célébrer un jalon historique de l'espace civique et médiatique en RDC, les 25 ans de l'émission Tribune des femmes sur la RTNC. Pour la Fondation Friedrich Ebert, la promotion de la démocratie sociale et de la justice sociale ne peut s'envisager sans le média libre, inclusif et pluraliste. Le paysage audiovisuel public est une responsabilité constitutionnelle et aussi une responsabilité morale. Je vous souhaite à toutes et à tous ce soir des échanges très fructueux. Merci beaucoup. Merci. La musique se prépare avant de suivre l'historique, le parcours de votre magazine Tribune de femmes. Odia Malaika, nous sommes honorés d'être reçus dans le studio Fritz à la Fondation Friedrich Ebert avec comme invité de marque, nous avons sur ce plateau Madame Anne-Marie Makumbo. Bienvenue sur le plateau. Bonjour, je suis très contente d'être là, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Madame Anne-Marie Makumbo est présidente par intérim de la LIDEC, la Ligue des démocrates congolais, activiste des droits des femmes également en République. Elle va prendre le mot pour s'adresser à vous et nous allons, sous vos applaudissements, nous accueillons Madame Makumbo. Christine Lenzo et de 50 ans de carrière de la productrice Odia Malaika à la chaîne nationale, la RTNC. Pour accompagner les actions que mènent les ministères et continuer la vulgarisation de certains principes et lois en faveur de la femme, depuis 25 ans, l'émission Tribune des femmes diffusée sur la RTNC s'impose comme un espace civique majeur, avec un accent sur la promotion et la protection des droits des femmes
et des filles. Elle sert de canal pour vulgariser les instruments juridiques qui promeuvent l'égalité des chances, la participation aux espaces de prise de décision, à la masculinité positive en collaboration avec la société civile, les partenaires techniques et financiers et les ministères du genre, famille, enfants, ainsi que les ministères sectoriels, notamment celui des médias. Mesdames et messieurs distingués invités, ce genre d'initiative qui contribue à la promotion des droits des femmes et des filles mérite un soutien absolu de toutes les couches sociales de notre pays, sans distinction aucune. Aujourd'hui, c'est pour nous une fierté et un honneur de célébrer les 25 ans de la présentatrice Christine Lenzo et 50 ans de carrière de sa consoeur, la productrice de cette émission Tribune des femmes. Je cite donc Madame Odia Malaika, que je viens jubiler ce jour de travail bien fait. À exercer dans le leadership féminin, quels que soient les domaines auxquels elles se trouvent. C'est à ce titre que j'encourage et félicite nos deux sœurs, nos deux mamans, pour leurs efforts sans relâche dans la promotion des droits des femmes à travers les médias. Notre reconnaissance à l'endroit de l'émission télévisée Tribune des femmes, qui a depuis toujours offert un espace d'expression à des actrices de la société civile, des leaders communautaires, des femmes entrepreneurs, des académiciennes et des femmes de l'arrière-pays, femmes des sciences et autres. Femmes qui veulent remplir les engagements de la femme. La musique va nous accompagner pendant 3 minutes. Oh
À chaque personne qui va devoir intervenir. Madame Élisée Moïse Mosi, est-ce qu'on peut l'encourager? On l'encourage. Merci madame. 2 minutes. Merci beaucoup pour ce témoignage. Mais je pense qu'il va me donner 2 minutes et demie. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Nous avons fait un long parcours. 25 ans, c'est pas rien. Et nous, le Comité national Femmes et Développement qu'on a fait, quand il est né en 1997, c'est la première réseau national de femmes qui s'est créée en République démocratique du Congo. Avec nous et les bailleurs de fonds, on décide de travailler sur l'approche 1. C'est une approche qui n'était pas du tout connue. On va commencer comme ça et on s'est dit, les réseaux étaient occupés de se structurer à travers les provinces. Il ne venait pas du néant parce que les organisations existaient. Nous nous sommes dit que pour faire la force de mobilisation, de conscientisation, de sensibilisation dans la dictature, il faut créer des réseaux. Il faut travailler en réseau pour avoir quelque chose de solide. C'est ce qu'on a. Et aujourd'hui, on parle de genre, on parle d'égalité des chances, on parle de la parité. On ne sait pas le nombre d'enquêtes que nous avons menées à travers toutes les provinces, les 11. Et chaque province a produit son exemplaire d'enquête. Mais il fallait voir les nombres donnés aux femmes dans chaque province. Et là, vous voyez déjà la résistance. Et vous voyez les provinces dans lesquelles vous allez bien travailler et les provinces pour lesquelles vous devez vraiment être sensible à ce qu'ils sont. La femme était comparée à un chef dans certaines provinces.
la femme était comparée à un outil. La femme était tout un objet. Ça veut dire que à l'Équateur, on a trouvé quand même des gens qui étaient libres d'esprit et au maniement. Et ça a évolué plus vite de ce côté-là que du côté ouest, à cause de la lourdeur de coutume et de tout ce qu'il y avait. Mais la chance, on va trouver maintenant libre de plateau chez Maman Odia. Ce travail a été très facilité par leur travail, par le fait qu'elle nous a donné le plateau, nous a donné la voix, elle nous a accompagnés, nous a soutenus, elle a écouté, et nous a écoutés, on a dialogué, on a fait le plaidoyer ensemble. Même si vous êtes dans le panoplie d'activités qu'on avait, des thématiques, elle était toujours là. En tout cas, j'étais une femme de plateau. Elles étaient des femmes de plateau. Et au dialogue intercongolais, parce que c'est 2001. De 2001, on commence la Vérole. Au dialogue intercongolais, les populations déléguées, les femmes de Conafed pour aller au dialogue. Au retour, s'il y avait 9 femmes venant de la société civile qui étaient au Parlement, si l'ensemble des personnes qui étaient au Parlement, la société civile a eu 29 femmes. Si les 29 femmes, nous, on avait 26. Donc on a fait on avait 26. Parce que ce travail d'être décentralisé, de suivre les formations, c'est grâce à elle. Grâce à tout ça. Je ne sais pas comment te remercier ce soir. Dès que vous m'avez appelé, je me suis dit, quel que soit ce que j'allais faire, je dois être là. On a fait des toujours là, moi je suis allé de l'autre côté. Donc on est en train de faire le travail avec le mouvement féminin, le mouvement fort, un mouvement féminin qui parle de la même voix. Parce que les mêmes situations, le même contexte qu'on avait en 2001, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Il faut être ensemble pour l'unité du pays, pour sauver la partie, pour aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas être piétiné par n'importe quoi et n'importe qui. Les jeunes devaient être ici. Parce que c'est vous l'avenir, c'est vous qui devez décider. Ils nous font une révolution. Merci beaucoup. Merci pour les applaudissements. Merci pour ce témoignage. L'évolution de droits de femmes dans l'espace public congolais. Quel est votre commentaire, madame? Faites-nous l'honneur pour représenter. Et ensuite, madame, vous allez prendre la parole. Et nous allons atteindre Monsieur Béa. Voilà, à vous l'honneur. On commence par moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Et je félicite nos deux sœurs, Yaya Odia, ma voisine, et puis Madame Christine Lenzo. Je suis très heureuse pourquoi, puisque ces deux femmes que vous voyez ici ont beaucoup contribué pour rendre visible notre combat. Moi, je suis Jeanne Douzi Samba, je suis la secrétaire permanente du Comité national Femmes et Développement. Ma sœur, mon aînée dépassée, Madame Elise, c'est elle qui m'a laissé les bâtons de commandement du CONAFED. Et j'ai fait un effort pour garder cette culture d'être toujours à côté de la presse, puisque je suis consciente que la presse a fait quelque chose par rapport à ce qui concerne les droits des femmes. Je suis bien pris à pied levé, puisque j'ai remplacé Mme Gilles Sengue, qui devrait être avec nous. Mais cela ne m'empêche pas de parler de qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui. Quelles sont les avancées que nous avons pu enregistrer? On a commencé le CONAFED en 1997. Comme l'a dit mon aînée, Mme Elise, nos partenaires nous ont demandé de parler des questions du genre. C'était très difficile. Moi, j'étais au niveau de la province, de l'État de Kinshasa, et elle était au niveau national. On a commencé à faire ce travail de sensibilisation, de formation et d'information. On a fait l'émission, je vous assure, que ça cartonnait quand même. À notre grand étonnement, les gens ont appelé de partout, les gens qui avaient suivi l'émission, ils ont appelé de partout pour dire que, mais voilà, ces femmes n'ont pas tort. Et que
Alors, Et ça nous a encouragés. Puisque ça nous a encouragés, puisque la femme n'a pas eu tort selon Gaïa, nous revenons sur notre panel d'échange. Évolution juridique face aux pesanteurs sociologiques. Et évidemment, de mentalité statutaire encore aujourd'hui. Et puisque à ce temps ça a cartonné et aujourd'hui évolution, 25 ans. Oui, je me dis 25 ans après, il y a évolution. Puisqu'en 2006, on avait 6% des femmes élues au Parlement. Et aujourd'hui, on est dans les 20%, à peu près 20%. Donc, on sent qu'il y a une évolution. Autre évolution, le Congo, notre pays, a fait une différence face même au pays de la grande démocratie. Nous avons une première ministre femme. Ah oui. Ça, on est tous ça mérite des applaudissements. Et ça, je dis, c'est l'effort de la presse, de toutes les femmes idéales que vous voyez ici, des hommes et des femmes qui ont été convaincus de notre combat, qui nous ont appuyés, puisqu'il y a des hommes qui nous ont appuyés. Je vous ai dit que cet avant-projet de loi était porté par les hommes genrés. C'était porté par un monsieur, le sénateur. Merci. Alors, nous allons passer la parole à Mme Bernadette Kamango, évidemment, en parlant de l'évolution juridique face aux pesanteurs sociologiques. Est-ce que 25 ans après, il y a évolution et en même temps, on rajoute pour une question, comment le média doit-il se réinventer justement pour faire face à aujourd'hui les réseaux sociaux qui publient la lutte et la voix de la femme, comment elle pense réinventer le média pour accéder dans ce cadre de communication. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que je vais un peu me présenter ici. Bernadette Kamango. Donc aujourd'hui j'interviens beaucoup plus en tant que secrétaire général de la Ligue des femmes d'un certain parti politique. Je ne vais pas citer ici. Mais en ce qui concerne la question sur l'évolution des droits, effectivement il y a l'évolution des droits ici en RDC. Moi, je prendrais surtout sur l'aspect pleinement juridique, parce que nous avons déjà la Constitution avec l'article 14 qui consacre la parité. Et cette révolution-là permet justement à la femme de mieux prendre conscience qu'elle aussi a le droit, que ce soit avec l'homme, de pouvoir acter, de pouvoir avancer, de pouvoir agir de la même manière que les hommes. Et à côté de cela, j'ajouterais aussi une autre révolution, on ne le dit pas souvent, mais on parle aussi du code de la famille. Parce qu'on sait qu'avant, dans le code de la famille, la femme était frappée d'incapacité. Et le fait d'être frappée d'incapacité, ça la rendait un peu comme un petit enfant. Un peu limité. Pardon ? Un peu limité. Voilà, exactement. Donc elle était limitée. Quand elle était célibataire, elle avait tous les droits, et une fois mariée, donc elle était totalement frappée d'incapacité. Et je pense qu'avec la réforme du code de la famille, ça permet justement à la femme de pouvoir s'émanciper, si je peux dire. La loi de 2016. Oui, la loi de 2016. Ça permet aussi la femme, avec le code de la famille aussi, quand on a retiré l'autorisation maritale, ça permet aussi à la femme de lui donner une certaine force pour pouvoir aller de l'avant. Alors, en ce qui concerne l'espace public, avec les médias justement, parce que quand j'ai aussi une casquette journalistique, je suis ici femme des médias, même si je suis sur le terrain, mais quand même j'ai longuement évolué dans les médias. C'est vrai que maintenant, je me souviens quand moi j'ai terminé ma secondaire à l'époque, vers les années 86, je voulais aller directement embrasser, à l'époque c'était aller à l'estime, mais j'avais été butée par mes parents qui voyaient très mal comment à l'époque une femme pouvait s'afficher.
l'espace public, ça contraint à une personne, que ce soit l'homme ou la femme, de pouvoir s'asseoir auprès de la femme. Souvent, quand nous descendons sur le terrain, on cause avec ces femmes et vous comprenez que la femme est ignorante de ses droits et c'est comme ça qu'elle est toujours craintive. Elle a peur de s'affirmer, elle a peur d'avancer parce que pour elle, jusqu'à présent, quand il s'agit de pouvoir s'afficher, ça appartient encore à l'homme, c'est l'homme qui a l'autorité jusqu'à présent. C'est l'homme qui a l'autorité, alors nous allons, voilà, on vient encourager, nous allons éviter le point de vue d'un homme. Alors Jean est avec nous, M. Léa, il va se représenter évidemment et donner votre point de vue par rapport à notre thématique du jour, c'est la évolution juridique face aux présentations sociologiques et du point de vue humanitaire. Bien, merci beaucoup. D'abord, je suis très honoré d'être là ce soir. Et si nous sommes là, c'est parce que Maman Ange, Maman Manaïka, a accepté une mission qui lui a été offerte 25 ans passés. Et de cela, soyez-en sûrs que vous avez accompli votre devoir. 25 ans après, où en sommes-nous? Y a-t-il des avancées? J'ai dit oui, mais avec un décalage dans le milieu urbain et les milieux rivaux. Mesdames et messieurs, vous serez d'accord ensemble avec moi que si une femme à Kinshasa reconnaît ses droits, reconnaît dire non, une femme à Calais, une femme à Katakome, une femme à Kanyama, une femme à Lukuta, une femme à Mélébit, ne sait pas qu'elle a cette possibilité-là de dire non. Pourquoi? Nous sommes ici pour parler des droits. Les droits sont consacrés par les lois. Et ça, notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui se distingue beaucoup plus dans la sous-région pour ce qui est des textes qui sont très beaux à lire. Mais les problèmes se trouvent au niveau de l'applicabilité. C'est comme ça que, en passant en revue cette situation, il est vraiment important d'analyser, de faire l'analyse d'une manière objective et comprendre où se trouvent réellement les problèmes. Nous avons des textes qui essaient de mettre un accent sur les questions du droit des femmes, mais cela présente un grand décalage envers l'application. Pourquoi? Il y a aussi un problème de vulgarisation de ces normes. Pour que la vulgarisation puisse marcher, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons toujours pensé, mon organisation, elle doit être aussi traduite dans nos langues locales. Une personne qui parle Chiluba doit avoir au moins une forme, une copie de la loi dans sa langue maternelle. C'est comme ça qu'elle pourra dire à un homme, elle pourra dire à une femme que Boalou Boubi. C'est comme ça qu'une femme qui parle sur la ligne dira Imam Boshita Ivoire. C'est comme ça qu'une femme qui parle au TDA dira ce que vous pouvez compléter dans le TDA. Alors, c'est comme ça que nous, en tant qu'experts sur les questions de masculinité positive, nous avons toujours suggéré à ce que les questions de genre sont déjà en train d'élaborer un plan avec le ministère et en charge des questions des enseignements pour que les questions de genre des masculinités positives soient intégrées dans le curriculum scolaire mais aussi universitaire. Parce qu'on a une question, cette question pour Merci beaucoup. Et donc, pour citer, les avancées sont là, mais il y a un décalage, c'est-à-dire les lois sont une boussole, mais nos coutumes sont les terrains. Quand on parle de terrain, les ingénieurs savent dire qu'un terrain peut avoir des montagnes, des vallées, tout ça. Donc, à Kinshasa, les lois s'exécutent. À Katakome, il y a des vallées, donc il y a un décalage. 25 ans après, nous avons encore un chemin à parcourir. Expliquez-moi, Dina, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Moi, j'aimerais bien, sur ces textes
qui accompagne la femme, c'est une belle loi qui existe, et les textes existent. Mais il existe, je mets entre guillemets également, des lois et des textes qui vont à l'encontre de nos us et coutumes. Et là, je vois un homme genré, de la masculinité positive, je vois des femmes qui ne pourront que défendre leur faveur, je me tourne dans la salle. Il paraîtrait qu'il y a des lois, certains disent, qui vont à l'encontre de nos us et coutumes. Je prends par exemple la suppression de l'autorisation maritale qui venait d'être citée. Les hommes qui sont non mariés, certains n'acceptent pas parce que ici, en Afrique, et particulièrement au Congo, les femmes, les épouses sont comme une propriété privée. Donc, supprimer l'autorisation, c'est bafouer nos us et coutumes. Et qui peut me contredire dans la salle? Qui peut approuver, qui peut contredire? Voilà. Et puis on reviendrait. Et non moi, mais c'est à l'encontre de nos us et coutumes. Les hommes se plaignent. Certains hommes se plaignent. Qui peut donner une réponse ici? Vous approuvez la suppression de l'autorisation maritale, par exemple. Merci pour la parole. Je voudrais parler de manière pratique. Ne soyons pas plus théoriques, parce qu'à la fin, je vais conclure avec les conséquences pratiques que nous constatons sur le terrain. D'abord, je mets l'accent sur ce que la loi dit. Nous tous, lorsque nous allons à la commune, on met l'accent sur un point disant l'homme est le chef de la famille. Et c'est la loi qui vous donne ce pouvoir quand vous êtes un chef. Mais un matin ou un soir, vous rentrez à la maison, votre épouse n'est pas là. Elle vous appelle ou elle ne vous appelle pas, soi-disant, elle doit passer une nuit à l'hôpital, elle doit passer une nuit au travail. Le premier jour, ça passe. Le deuxième jour, c'est pas ce qui arrive. Par conséquent, quand vous allez passer au travail, l'homme aussi va passer le troisième jour va donner le coup, hein, parce que c'est le violence. Quand il passe nuit au travail, l'homme aussi va passer une nuit quelque part. Vous allez donner les noms. Deuxième niveau. De manière pratique, depuis un certain temps, le taux de divorce a sensiblement connu. Il y a avec les femmes qui travaillent. La plupart des femmes qui travaillent, 60 à 70% des femmes qui travaillent, c'est les gros femmes seules. Il y a au moins 30 à 40% de ceux-là qui sont encore dans les ménages. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait équilibre parce que je suis un homme genré, mais lorsqu'il n'y a pas d'équilibre à un certain moment, il y a des conséquences qu'on n'arrive pas à gérer. Monsieur Kefa a donné son point de vue, Maître Ali Barbé. Apparemment, elle conteste. Merci beaucoup. Je suis Ali Barbé de la société civile, je suis défenseur de droits de l'homme. Je profite de l'occasion pour féliciter et remercier Madame Malaika, Christine Lenzo, que j'appelle Titi, pour tout le travail durant 25 ans et 50 ans. Disons, dans l'esprit du Code de la famille, il y a nullement rébellion à l'égard des femmes. L'actuel Code de la famille a instauré le principe de cogestion du couple, du ménage. On parle de ménage. La cogestion, donc les décisions qui devront être prises doivent être prises conjointement. C'est ça l'esprit
de cette innovation. Ce n'est pas que la femme d'elle-même, elle va sortir de la maison, elle va aller travailler sans le consentement de l'homme. En cas de non-consentement, le législateur donne la possibilité au conjoint qui n'est pas d'accord de saisir le tribunal. Merci. Merci à vous. Merci. Je prends la parole de deux hommes là et je conclue par Anita. Apparemment, vous protestez. C'est pas notre liberté. Non, moi je ne proteste pas, au contraire, je suis pour cette liberté. Moi je trouve ça avantageux. Tout à l'heure, on a parlé d'une partie de cogestion. On a parlé d'une partie de cogestion de ménage. D'ailleurs, ce n'est pas la société qui fait de l'homme le chef de la famille. D'abord, le créateur lui-même a fait de l'homme le chef de la femme. Le chef de la femme, le créateur Dieu, a fait de l'homme le chef de la femme. Et alors, si aujourd'hui le code de la famille a supprimé l'autorisation familiale, ça veut dire que la femme a supprimé la solution est toujours là, bien sûr, mais on doit se respecter, on doit se compléter. La femme a dit, quand on s'est marié, on ne considère pas la femme comme son esclave, on s'est compris. On s'est compris. Merci, merci. Alors, nous allons parler. Christian qui veut parler, c'est un politologue. Bonsoir à tous. Moi, je vais inviter les femmes à faire un travail d'historicité. Je ne suis pas d'accord avec le postulat que nos coutumes sont contre le travail des femmes. C'est un faux postulat. Si vous regardez l'Afrique avant la colonisation, la femme avait un rôle de travail, soit le champ, soit la pêche. Dans nos villages, le champ est un travail de femme, la pêche est un travail de femme. C'est la colonisation qui a changé le rapport de la production avec le salariat et qui a donné à la femme le rôle de la maison. Dans nos villages, les femmes n'étaient pas à la maison. Si vous allez au village, c'est les vieillards et les enfants. Il faut vraiment changer ce rapport. Moi, je voudrais entendre deux hommes jaloux. Il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la colonisation. Donc, l'homme apporte 50, la femme apporte 50. Parce que c'est quand on se réveille chaque matin à 5 heures pour aller chercher du pain pour nourrir la maison. Là, ne pensez pas, n'oubliez pas qu'il faut l'autorisation maritale. Donc, je trouve que les hommes doivent comprendre maintenant que les choses ont changé, les choses ont évolué. Aujourd'hui, la femme participe aussi au bien-être de la famille. Tout de suite, suivre le commentaire. On commence par M. Kabea, Mme Renette, et on va continuer avec Mme Zouzi pour clôturer les échanges. Bien évidemment, en voyant l'ambiance dans la salle et comment chacune et chacun aimait son point de vue sur les questions des gens, c'est ça même l'objectif poursuivi par la déléganisation. Le mariage est une institution qui unit deux partenaires. Et quand on parle de partenaires, il y a un partenaire qui apporte une grande portion de part et une autre aussi, il faut aussi apporter une autre portion de part. Et là, le principe d'autorité peut être établi. Mais quand on parle de partenaires, c'est qu'on doit se consulter dans la prise de décision, collaborer et coopérer. Quant à la question abordant l'aspect de l'écosystème, Oui, également sur la salle de l'éducation, les droits, nos us et coutumes. Apparemment, la loi de 2016 vient revivre le pouvoir de l'homme et favoriser le CNI de divorce. Non, pas du tout. Je pense que si je dois ramasser un peu toutes les réactions ici, le législateur a quand même tout prévu. Parce que si c'est le code de la famille réformé a été promulgué, c'est parce que tout, c'est d'abord pour travailler pour ce code de la famille, ça réunit les hommes et les femmes. Ce ne sont pas les femmes qui ont fait ce code, ce sont les hommes et les femmes. Et le législateur a tout prévu pour que
que toutes les choses soient égalitaires. En ce qui concerne, j'ai entendu parler de soumission, la femme doit être soumise, c'est le débat perpétuel. Je pense que aussi, là, c'est un peu plus les églises, la Bible et tout ça. Et même si on doit prendre, comme nous sommes un pays suffisamment chrétien, je crois que Dieu aussi a tout prévu en matière de soumission. Il a bien écrit que la soumission est consécutive à l'amour que l'homme a donné à sa femme. Cela dit, homme et vos femmes, parce que personne, même un enfant, même un animal, ne peut jamais être soumis à une personne si vous lui apportez ni respect ni amour. Donc il y a quand même des conditions, et ce n'est pas que l'un est dominant et l'autre est dominé. Même sur le plan juridique, je pense que tout est déjà prévu. Et en matière de jeux, souvent, ces derniers temps, j'ai remarqué, surtout sur les réseaux sociaux, l'argument que les hommes présentent par rapport à cette soumission de la femme, qui ont les droits sur la femme, qui peuvent tout faire, c'est par rapport à la dot. La dot, c'est quand même une cérémonie traditionnelle et coutumière chez nous. Eux, ils pensent que parce que c'est eux qui vont doter. Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas l'homme qui donne, c'est la famille qui donne. Alors, ils pensent qu'ils peuvent tous se permettre. Merci, Bernadette. Je crois que ça fera l'objet d'un débat très prochainement. La Fondation va préparer une production là-dessus. Alors, vous avez une minute justement pour commenter et chuter. Merci, je dis que c'est la construction sociale. On a été éduqués ainsi pendant des millénaires. L'homme, c'est le chef et la femme doit être soumise. Mais après, on a remarqué que le principe du patriarcat n'a pas profité ni à la communauté, ni à l'homme, ni au ménage. L'homme travaille, il a son pouvoir bien sûr, il va être le chef, mais c'est à son détriment, puisqu'il doit fournir beaucoup d'efforts pour subvenir aux besoins de tout le monde. Mais s'il y a complémentarité, si on met nos efforts ensemble, nous allons progresser et notre espérance de vie va aller un peu plus loin. Et je voulais aussi dire que, bien qu'il y ait des avancées, mais nous, les organisations des femmes, nous n'allons pas dormir sur nos oreillers, puisque nous avons aspiré à la parité 50-50. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint les 50% de représentation des femmes, que ce soit au poste électif, ni au poste nominatif dans les combats et à poursuivre. Merci, Sadia Baye. Vous parlez de femmes, hommes, la belle-sœur de Kassaya Mamie risque de réagir parce que en réalité, dans sa belle famille, le passé nous communique. Alors, nous disons comme ça, merci à nos panélistes pour la clarté et la profondeur de ces interventions. Un honneur d'applaudissements, mesdames, messieurs, pendant que nos panélistes vont reprendre place. Et mesdames, messieurs, en bas. Nous voilà cette musique pendant 2 minutes. On va récupérer son certificat. Nous invitons Madame Odette Pabandoa. Madame Odette Pabandoa, elle est en voyage, on va faire travailler. Madame Véronique Choquet. Madame Véronique Choquet, absente. Nous invitons messieurs Simon Kakolongo, réalisateur tribune de la femme, Simon Kakolongo. Monsieur Simon va nous faire l'honneur de recevoir aussi le préfet. Monsieur Simon Kakolongo. Simon Kakolongo. Il va nous faire l'honneur de recevoir le brevet de M. Pato Simae, monteur de l'émission Tribune de la femme. Madame Chantal Malamba, elle n'est pas là. L'honorable Dominique Moulongo, elle est absente.
absente. Alors, à nouveau, nous invitons M. Simon à bien vouloir réceptionner en lieu place le brevet de M. Rémi Kaleba. Rémi Kaleba, qui est le pionnier, le premier réalisateur qui a accepté tout, le premier réalisateur homme qui a remplacé Madame Julie, on appelle affectueusement Juliette, qui était la femme qui réalisait. Monsieur José Amissi, absent, c'est le caméraman qui accompagne l'émission. Nous invitons Madame Georgette Dillier, bien, elle est absente. Madame Odia Malaika, qui a conçu l'exposition. Merci. Monsieur Simon Bosso, absent. Nous invitons M. Joseph Kefa à bien vouloir s'avancer pour recevoir de l'excellence. Madame Angélique Pipoulou, nous invitons Madame Janine Moukou. Alors, Madame Cécile va recevoir le brevet de cette classe. Madame Anne-Marie Makomo. Madame Anne-Marie Makomo. Madame Juliette Bousségué. Madame Christine Lenzo, présentatrice. Présentatrice de femmes. Madame Jeanne Zouzi. Madame Natacha Osso, la toute première présentatrice de cette émission. Et pour finir, nous invitons Madame Annie Matoudou Bambi. Madame Annie Matoudou Bambi, pour s'avancer pour recevoir son belle expérience. Voilà, nous disons grand merci à M. Constantin pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, nous invitons à présent à accéder ou à passer à notre instant festif. Nous allons pouvoir manger et danser. Alors, on nous laisse entendre qu'il y a le cadeau qu'on a apprêté pour honorer Madame Odia Malaika. Et je sollicite votre intelligence, Madame Odia, Madame Christine. Mais vous annoncez pendant que Madame Odia sera en train de faire son témoignage, nous encourageons avec le cadeau et on nous appelle déjà notre commune. Donc, Madame insisté pour que vous puissiez passer visiter le stand avant de partir, acheter pour encourager nos femmes qui fabriquent plein de trucs pour nous. Et nous allons suivre le témoignage de Madame Malaika Odia, de ce 50 ans de carrière. Aidez-vous là, tout en témoignant, vous allez recevoir à deux le cadeau. Bonsoir. Bonsoir. 50 ans de carrière. 50 ans de profession journalistique. 50 ans de micro. J'ai parlé durant 50 ans au micro de la radio-télévision nationale congolaise. J'ai toujours gardé cette
cette voix angélique, comme tout à l'heure, notre chargé des gens au cabinet là-dessus. Je ne peux pas tout raconter, mais j'ai 3 choses à vous dire que c'est un métier à risque. Nous avons risqué beaucoup dans ce parcours, dans ce travail journalistique au cours de mes 50 ans. J'ai été formée, j'ai été renforcée par plusieurs organisations et institutions de notre pays. J'ai eu l'occasion de me déplacer, mais je dis 3 temps forts. Le premier temps fort, j'en suis fière, l'unique femme noire du monde à pouvoir se déplacer dans le Mali pendant la guerre de Safety à Djamba, en Angola. L'unique femme noire. La guerre de l'Angola de Djamba, vous connaissez, 100 journalistes du monde étaient invités pour, disons, demander à sa famille de déposer la hache de la guerre. Et j'ai été ciblée ici à Kinshasa comme journaliste simple, je suis allée pour documenter la femme de Djamba, la femme qui était en pleine guerre. Et j'étais l'unique du monde femme noire de l'Afrique. Deuxième temps fort. En 2006, il fallait vulgariser le projet de constitution avant les élections de Joseph Kabila. Je suis allée sur le terrain pour former les femmes, pour pouvoir découvrir ce projet de constitution toute la journée. On retourne pour ce travail à 20h, je faisais l'accident, et ce que vous appelez Esprit des morts. Je suis montée dans ce bus à 20h, je me rendais chez moi et le bus a fait ce qu'on appelle tonneau. Et j'étais sous les gants. Heureusement qu'il y avait un jeune qui est venu me sauver. Mais j'ai fait 7 mois à l'hôpital, plâtrer tous les corps. Et voilà le risque du métier. Je suis restée avec une jambe handicapée. Et j'ai perdu mes dents, j'ai des dents, une prothèse, mais j'ai continué mon travail. Troisième temps fort, c'est que ce travail est un bon travail, bien que la rémunération est moindre, mais je suis restée stable dans la profession et je travaille. Nous venons d'être notifiés, n'est-ce pas, pour la retraite. Nous partons il y a quelques semaines, nous sommes partis. Je suis encore en train de traîner à la RDC pour pouvoir encadrer les jeunes. J'ai formé des générations et des générations au cours de ces 50 ans. Souffrez, je peux citer quelques-uns. Il y a Yves Kalikas, qui est maintenant au Forum des As comme patron, Yves. Il y a Lisha Issalasala, qui est là, chef d'édition, éditrice. Elle est là. J'étais accompagnée dans ce parcours de 50 ans par quelques jeunes consoeurs, Mamie Lela qui est là, Mireille est là, Lolita Kaya est là, Suzy est là. Nous avons également d'autres, peut-être que j'ai oublié, d'autres qui sont là. Le dernier temps fort. Le dernier temps fort, qui est très important, et ce temps-là, je demande à ceux qui peuvent m'aider à rencontrer quelqu'un. Nous avons quelqu'un de grand. Si vous êtes de chez moi, c'est-à-dire par Dieu, ici à Kinshasa. Parlez un peu fort. Vous comprenez les émotions. Elle a besoin de rencontrer quelqu'un. Attendez qu'elle termine. Je faisais mes premiers pas à l'université en 1973. S'il vous plaît, Madame Marthe, la vénérable Maman Marthe, est venue dans cet institut demander au secrétaire académique une jeune fille bien éduquée, une jeune fille qui a des compétences. Le secrétaire académique m'a choisi, fait la rencontre avec Madame Marthe Ducy. Maman Marthe Kassalou. Et je suis allée à la maison rencontrer des enfants de Maman Marthe à qui je devrais pas donner coup, mais encadrer, ce que nous appelons en français répétitrices, préceptrices.
j'avais 3 enfants que je souviens. Donc, il y avait un de 6 ans qui s'appelait Jacques. Il y avait le deuxième qui s'appelait Christian qui s'est dit. Et l'aîné de ces 3 enfants, c'est le président. Félix. Il y avait 11 de groupes. C'est le sud. Il m'aimait beaucoup. Après les groupes, c'est raconté des histoires. Christian avait 8 ans et Jacques avait 6 ans. Je l'ai fait pendant 1 année et demie. Et puis je suis partie parce qu'il fallait quand même étudier. Voilà donc le secret, le temps fort de ma vie. C'est ainsi que je demanderai à ceux qui sont là de, n'est-ce pas, transmettre ce message. Je suis vivante encore. Et si on revient sur cette maison, j'aimerais le rencontrer. Merci. Voilà. Merci. Allez-y, on peut encourager avec le président qui ont des cadeaux et on entend de lui. Bon, moi je suis Konstantin Grund, représentant résident, c'est ma fonction ici de la Fondation Friedrich Ebert, qui est une organisation allemande de provenance social-démocrate avec un réseau d'une centaine de bureaux partout dans le monde et nous sommes très heureux de pouvoir travailler ici en RDC depuis 6 ans maintenant. Bon, la Tribune des femmes, ce n'est pas une émission comme toutes les émissions, je dirais. C'est carrément devenu une institution publique, une institution politique aussi, de matière éducation civique, comme je dirais déjà tout à l'heure. Il est important d'honorer cet engagement de la RTNC et de Christine Lenzo notamment et de Madame Malaika qui ont mis cette émission en place et c'est pour cela qu'on n'a pas hésité quand la demande d'un accompagnement est venue. Bon, il y a toujours des défis, je dirais. On n'a jamais achevé quelque chose, n'est-ce pas? On travaille. Et, bon, la question de la parité en RDC reste toujours une question d'actualité et des instruments et des plateaux comme les tribunes de la femme sont les moyens effectivement pour mettre ça devant. La liberté d'expression et la profession des journalistes est un pilier clé pour un développement démocratique et nous sommes là pour soutenir ces efforts pour mener le développement démocratique de la RDC encore au-delà du statu quo. On n'a jamais achevé quelque chose, comme je viens de le dire. Il faut travailler et nous sommes là pour ça. Merci, c'est un travail de dur labeur, pas un travail d'un seul individu, travail en équipe. Ça dépend d'abord de l'objet même de cette émission. Bon, vous avez suivi dans la salle, ça a été créé par des associations féminines de l'époque. Les services des médias qui étaient dans ces associations-là ont trouvé ces besoins-là, d'accompagner ces structures dans la vulgarisation des nouveaux concepts qui entraient en 2001 après les activités de Beijing. Donc il fallait vulgariser les concepts genre. Alors c'est à cette époque-là qu'un groupe de journalistes était formé pour pouvoir créer des émissions d'accompagnement de ces associations-là et de vulgarisation de tout ce qui venait de sortir, de tout ce qui entourait cette thématique genre. Voilà aujourd'hui, jour pour jour, 25 ans après, parce qu'après le concept genre, il y a eu d'autres concepts, d'autres thématiques, telles que la prise
la prise de postes de décision dans les institutions, l'égalité des chances, la parité, il y a même la participation des femmes dans les débats politiques, dans les partis politiques, même à l'élection. Parce que souvent aux élections, il y avait... Vous voyez ces derniers temps, il y a quand même un engouement. Lorsqu'il faut postuler, c'est beaucoup de femmes. Tout ça, c'est un travail. C'est un travail de fourmis qui était fait par des mouvements associatifs qui motivaient, qui allaient même de porte à porte dans des partis politiques. Et nous, Tribune des femmes, nous étions là pour les accompagner. Aujourd'hui, les résultats, c'est plus que meilleur. Bien qu'on n'a pas atteint ce qu'on voulait, mais les résultats se voient. Si vous analysez le premier gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi, vous avez vu que c'était un gouvernement avec beaucoup de femmes. C'est-à-dire, bien qu'on compte maintenant des femmes au pouvoir dans le gouvernement, dans le gouvernorat, elles sont à compter, mais on voit quand même la volonté politique du pays à pouvoir donner beaucoup plus de responsabilités aux femmes, et aussi le chef de l'État, comme il est comment on dit, champion de la masculinité positive. Donc voilà quoi. Donc tout est en train de se concrétiser. C'est un processus. Avec le temps, je pense que les femmes deviendront même présidents de la République si réellement on nous fait confiance, nous les femmes de la RDC. Bon, je suis très contente, vous comprenez. Je viens d'une grande cérémonie, et une cérémonie qui était précédée de préparatifs. Et la Tribune des femmes était accompagnée par la fondation Friedrich Herbert avec les représentants pays Constantin Grande. Et puis il y a une grande chargée de programme. Grâce à Maman Odia qui m'a mené dans le sens de la production. Si j'ai appris la production, si je peux concevoir une émission, c'est grâce à cette dame qui a témoigné aujourd'hui, qui a 50 ans jour pour jour dans sa carrière de productrice. Aujourd'hui, elle me laisse l'émission Tribune des femmes, mais elle est toujours là pour des coaching et autres. J'encouragerai toutes les femmes et tous les jeunes journalistes qui sont dans les médias de pouvoir aller aussi dans la production, parce que c'est des reportages fouinés. Au lieu de rester dans l'espace d'1 minute 30, vous avez des débats, vous avez des recherches, des descentes sur le terrain, mais tout ça, ça nécessite des moyens. Tribune des femmes est là, c'est une émission très suivie, surtout dans les provinces, et même ici à Kinshasa. Bon, on a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'un appui pour pouvoir diffuser cette émission dans les autres chaînes de journalistes qui sont nos confrères, qui ont des chaînes de télévision, qui ont des chaînes de radio. Voilà, c'est ça les projets. Bon, on attend. Quand j'étais engagée, on m'a confié le programme féminin, les émissions sur la femme à la radio. Et puis, quelques années après, j'étais ciblée par le ministère des Gens, Famille et Enfants comme une personne experte, plus ou moins experte, qu'on doit renforcer, n'est-ce pas, pour tous les problèmes féminins. C'est ainsi, tel que je venais de le dire dans mon intervention, nous nous étions formés en concept de gender. En concept de gender, et il m'a été demandé de pouvoir créer une émission. Et j'ai créé l'émission Tribune des femmes. En créant l'émission Tribune des femmes, je devais me spécialiser dans ces concepts de gender, dans les droits des femmes et dans tout ce qui, tous les problèmes que les femmes traversent, tels que les violences faites à la femme, toutes les lois qui sont votées en faveur de la femme. Et j'étais là accompagnée par ces femmes politiques et les femmes de la société civile. C'est ainsi que bon, je suis là, 25 ans après. Aujourd'hui, nous célébrons les 25 ans. Nous avons aussi beaucoup de problèmes. D'abord, les hommes n'y croient pas. Les hommes n'y croient pas, c'est-à-dire nos premiers directeurs qui sont partis, qui ont quitté ce monde, qui sont dans l'au-delà, n'ont pas tellement apprécié tout ce qui est féminin. Bon, ils ont ridiculisé un peu, n'est-ce pas, quand nous sommes allés leur demander de pouvoir intégrer cette émission dans la grille des programmes. Donc, ils se sont un peu moqués de nous. Nous avons eu ces problèmes. Deuxième problème, parfois nous étions butés à qu'est-ce que je peux dire, on déplace l'émission carrément pour une autre émission. Donc, l'émission est charcutée, si on peut dire, dans nos termes que nous utilisons. Et vous êtes là, vous devez faire les démarches, vous devez supplier les directeurs, supplier les régisseurs pour que l'émission puisse passer. Autre chose,
l'équipe technique. Pour avoir l'équipe de tournage, parfois c'est difficile. Il faut avoir des moyens. Quand il n'y a pas de coupage, comme le disons, l'équipe ne vient pas. Nous avons des problèmes. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Donc il faut tout faire pour que l'intervenant, l'intervenante, l'institution qui vous reçoit puisse vous donner les moyens pour supporter l'équipe, qui vous accompagne dans les tournages, qui est sur le plateau studio. C'est vraiment des difficultés que nous avons rencontrées. Autre chose, ce sont les contacts que nous prenons, parfois à pied. Nous avons fait le pied dans notre vie, dans les 50 années de mon parcours. J'ai fait le pied. J'ai fait le pied parce qu'à l'époque, il y a 50 ans, le transport était facile, il fallait des moyens. Nous avons un petit salaire. Mais après, c'était encore compliqué parce qu'aujourd'hui, vous savez que le transport est difficile. Mais il y a 10 ans, le transport était tout difficile. Donc les déplacements étaient très difficiles. Les cars des reportages, c'est le cas des reportages. Nous, à la radio, nous avons nos contacts à faire rapides. Dans les productions, nous n'avons pas de cars, nous n'avons pas de véhicules qui peuvent nous transporter. Autant de problèmes. Autre chose, ce sont les missions de service. Ce sont les hommes qui partaient auparavant. La femme était négligée. Donc ce sont les hommes qui partent, qu'on envoyait en formation au Maroc, en Tunisie, en Allemagne. Mais nous, nous étions négligés. Moi, je suis parmi les premières filles universitaires à la radio, c'est-à-dire la RTNC d'aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, c'était la Ratelescope. Nous sommes parmi les premières filles universitaires. Malgré nos diplômes d'université, on s'est moqué de nous. Mais moi, je m'imposais. Je suis une femme forte, une femme battante, je m'imposais. Je m'imposais, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'aller me former à l'étranger. Mais ce n'est que plus tard, avec le ministère, avec les femmes politiques, j'ai eu l'occasion de me déplacer. Tel que je le disais, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et à Brazzaville. C'est l'amour du métier. J'aime bien la profession, j'aime bien la radio. Je suis amoureuse du micro. Même là, si nous sommes en retraite, je continue. J'ai mon collègue qui est à côté, Kofran, je suis là. Moi, je m'impose, j'entre au studio. Oui, j'entre au studio. Mais je fais mes émissions. Il n'y a personne qui va me faire partir. Quand je serai fatiguée, peut-être, mais on ne se fatigue pas de la profession journalistique, même toi là. C'est dans le sang. C'est comme un médecin, c'est dans son sang. C'est comme, je ne sais pas qui, une mère de famille, c'est dans son sang. Donc c'est dans notre sang. On ne quitte pas le journalisme. On se fatigue peut-être, mais on ne quitte pas, on ne lâche pas le journalisme. C'est dans la peau, n'est-ce pas? Et j'en suis fière, et je suis amoureuse du micro. Oui, les jeunes regardent d'abord l'argent. Nous avons fait des recherches dans les bibliothèques. Nous avons souffert à gauche, à droite. On allait au CEPAS, on allait à la Bibliothèque nationale. Mais aujourd'hui, vous avez vos numériques. Les jeunes sont dans l'intelligence artificielle, sans réfléchir. Ils ont tout là-bas et ils écrivent. Ce n'est pas ça la production finalement. La production, ce sont des recherches. La production, c'est écrire. La production, c'est concevoir. Les jeunes ne conçoivent pas ce qui vient. Ils sont dans l'intelligence artificielle. Donc, je conseillerais. C'est bien. Il faut s'adapter au numérique, aux nouvelles technologies, mais il faudrait aussi réfléchir, pouvoir travailler, être formé en production. Parce qu'il n'y a pas d'école, n'est-ce pas, pour être producteur. Mais nous qui sommes là, nous sommes des formatrices et qu'on puisse s'organiser pour former les gens. Comme vous l'avez compris, nous avons passé des très beaux moments pendant cette célébration de 25 ans de l'émission Tribune de Femmes. Nous avons eu des panélistes, des remises des prix, des remises des brevets, des remises des cadeaux, des témoignages qui nous ont touchés, ainsi l'interview de nos deux dames mises à l'honneur ce soir pour célébrer le 25 ans de l'émission Tribune de Femmes avec Maman Christine Lenzo et ainsi que la visionnaire, la productrice de l'émission Tribune de Femmes, Maman Odia Malaika. Nous avons aussi
pris l'interview du directeur de la fondation qui a soutenu cette émission. Merci à vous. À la prochaine.